Bonsoir et bienvenue sur Noah pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Nous allons revenir ensemble sur l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Pour nous accompagner ce soir, un invité. Bonsoir Bernard Farge. Bonsoir. Vous êtes président du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, également viticulteur à Mauriac, en Gironde. Merci de votre présence. Alors nous sommes ensemble pendant une demi-heure. Nous parlerons évidemment des taxes sur les vins français imposées par les États-Unis. Mais commençons avec cette image, le début des vendanges en rouge, un moment toujours très attendu. Vous étiez vous-même il y a encore quelques heures dans vos vignes. Comment s'annonce cette récolte 2019 ? Alors dans le Bordelais, cette récolte 2019 s'annonce bien sur les aspects qualitatifs. Il faut évidemment finir de récolter cette récolte, ensuite le vinifier, prendre tous nos soins qu'il faut lors de la vinification et nous verrons la qualité, mais nous sommes très confiants sur ce millésime 2019. La quantité n'est pas énorme, mais c'est aussi un signe de qualité aussi. Alors il y a des problématiques auxquelles vous allez devoir faire face. En un an, la vente des vins a chuté de 20%. Comment vous allez faire pour tenter de redynamiser tout ça ? Alors d'abord, cette baisse des ventes, elle est aussi liée à des contextes internationaux. On va en reparler tout à l'heure avec les taxes sur les vins. Contexte international difficile, Hong Kong, la Chine, le Brexit qui était aussi, et le Royaume-Uni est une destination importante pour nos exportations. Et puis un marché français avec une réorganisation de la distribution, notamment de la grande distribution. Donc tout ça, ce sont des éléments de marché sur lesquels nous sommes très exposés et qui expliquent cette diminution. Comment faire pour le marché français ? Il faut notamment séduire les jeunes consommateurs. Oui, il faut séduire les jeunes consommateurs et Bordeaux est un vignoble de rouge essentiellement, même si nous avons des blancs de Bordeaux très intéressants, des rosés, des blancs doux aussi, mais surtout de rouge. Et la consommation de rouge baisse en France. Donc il faut aller chercher de nouveaux consommateurs, sans doute avec une communication différente, avec des viticulteurs, des viticultrices, des négociants qui se présentent de manière différente de ce qu'on a pu faire par le passé. Nous sommes très divers, nous sommes très nouveaux, très novateurs aussi. Et ça, il faut le montrer, cette image de nouveauté, de différenciation, d'originalité. Nous ne l'avons peut-être pas forcément travaillé jusqu'à présent. Or, nous avons ces originalités-là, ces personnages très intéressants, ces vins très intéressants, il faut les montrer. Alors je vous propose de regarder ce reportage à présent. Dans le Bordelais, certains ont commencé leur vendange en avance. Cette année, à Saint-Étienne-de-Lys, dans le vignoble de Saint-Émilion, nous avons assisté il y a quelques jours au premier coup de sécateur. Nous ne sommes qu'en milieu de matinée, mais le soleil tape déjà très fort sur les terres du château Mangot, en Saint-Émilion. Ils sont 36 vendangeurs aujourd'hui à arpenter les rangs de vignes de ce coteau. Le soleil et la chaleur de l'été ont donné des conditions idéales pour ces vendanges 2019. Clairement, on était arrivé à la maturité que nous souhaitions. Après dégustation des baies avec l'ensemble de l'équipe, l'ensemble donc notre onologue, notre équipe dans son ensemble, on a vraiment senti en bouche ce fruit que nous recherchons. Donc c'est une étape très ultime. Et nous avons vraiment la peur de perdre ça avec ces 3 jours à 31 degrés, car nous avons vraiment un été, alors je ne sais pas si on peut dire indien, mais un été incroyable. Si la météo a été favorable, le travail effectué dans les vignes cet été a été primordial. On fait des effeuillages assez sévères, qualitativement parlant. On réduit un peu les pieds chétifs, on coupe quelques grappes dessus pour qu'il y ait plus de maturité sur le raisin. Et on a fait beaucoup d'éclaircissage pour éviter la pourriture et la maladie. Il faut le laisser à l'abri quand même du climat. Et au fil des années, malheureusement, on ne sait pas comment on va faire parce que le climat se réchauffe de plus en plus. Et ce réchauffement climatique, les propriétaires du domaine le constatent. Pour la 3e année consécutive, ils ont démarré leur vendange avant la mi-septembre. Vendredi 13, ils ont donné les premiers coups de sécateur. Et au bout de 3 jours de macération à froid, le jus obtenu est gorgé de sucre. On est déjà sur un très beau potentiel de couleur. Au niveau du fruit, on est vraiment sur ce qu'on recherche. De la pureté, du fruit, du croquant, c'est très pur. Un bel équilibre, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a le sucre, mais on sent qu'il y a l'acidité. Donc pour nous, l'objectif pour l'instant est rempli. Au château Mangot, les vendanges vont durer encore près de 3 semaines. Nous en parlions il y a quelques minutes au cœur de l'actualité. Cette semaine, la taxe de 25% imposée sur les vins français par les États-Unis, ou on pourrait presque dire par Donald Trump. Oui, alors taxe de 25% sur les vins français, mais pas que les vins français. Les vins italiens, les vins allemands, les vins anglais, il y en a moins. Les vins italiens ne sont pas concernés, les fromages italiens sont concernés, et l'aviation aussi, mais à 10% seulement. Donc nous sommes les otages d'un contentieux qui nous échappe, et nous allons subir les conséquences très rapidement, le 18 octobre, si
si les négociations qui visent à sortir de cette impasse nous amenaient à ne pas avoir cette mise en application de ce qui est proposé par Donald Trump. Alors je vous propose de regarder un reportage consacré à cette taxe et on en discute juste après. Au château Carbonieux à Léognan, on redoutait depuis plus d'un an les menaces de Donald Trump de taxer les vins français. Il avait même annoncé jusqu'à 100% avant le G7. Finalement, ce sont 25% de droits de douane supplémentaires. C'est tout de même un coup dur pour la viticulture bordelaise. Forcément, pour nous, c'est un coup de massue là, que l'on reçoit sur la tête. En premier vin, rouge et blanc confondus, on produit pas loin de 400 000 bouteilles et on a pratiquement 20% de notre production qui sont routées vers cette zone en fait Amérique du Nord et en particulier États-Unis. La distribution est déjà un frein en elle-même, avec un système bordelais de courtiers et de négociants, auquel s'ajoute le système américain de distribution nationale ou par État, avec des revendeurs, avant d'arriver au restaurant ou chez le caviste. Des vins qui, grosso modo, ici, sur le marché bordelais, sont vendus aux alentours de 20 €. Vous allez, avec toute cette filière qui est en fait assez lourde, les retrouver à plus du double du prix. C'est-à-dire qu'on va plutôt les retrouver dans des fourchettes entre 45 à 50 $ en rayonnage aux États-Unis. Et un peu plus cher, bien sûr, en restauration. Et à cela, il va falloir rajouter les 25%. Chez Twins, ce négociant bordelais, on est très inquiet, car 35% des exportations sont réalisées vers les États-Unis. C'est une situation très préoccupante puisqu'elle vient s'ajouter à un contexte international déjà fragile, une récession économique en Chine, d'énormes problèmes politiques à Hong Kong, le Brexit dont on entend parler tous les jours. Donc aujourd'hui, vous avez tous les grands marchés export pour les vins de Bordeaux qui sont en situation de crise. À Paris, la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux a déploré cette décision aux conséquences dramatiques. Là où ça peut être très difficile, c'est là où on a vraiment des concurrents, c'est-à-dire entre 10 et 30 $. N'oublions pas que les vins français ne représentent que 5% du marché américain. Aujourd'hui, les USA sont le deuxième marché à l'export pour Bordeaux avec 26 millions de bouteilles vendues pour un total de 279 millions €. Bernard Farge, vous avez l'impression d'être un dommage collatéral de cette guéguerre entre les États-Unis et l'Europe ? Ah oui, totalement, parce que quels que soient les efforts que nous puissions faire, efforts commerciaux, efforts de qualité, le sujet n'est pas là. Le sujet est bien un contentieux lourd entre les deux industries que sont l'aviation américaine et l'aviation européenne. Comment vous avez pris cette nouvelle Alors ce sujet flotte, si j'ose dire, depuis un an. Il y a eu encore des inquiétudes lors du G7, lorsque Donald Trump, quelques jours avant, a tweeté une nouvelle fois un sujet sur cette difficulté-là, et sur ce risque de taxation des vins français et européens. Donc maintenant, c'est la mise en application, parce que l'OMC a donné l'autorisation aux États-Unis de taxer donc les produits européens en représailles des aides européennes sur l'aviation et sur Airbus. Vous parliez du G7, Emmanuel Macron s'était personnellement impliqué sur ce dossier, ça n'a pas suffi ? Non, ça n'a pas suffi, mais c'est réellement le fruit de la décision de l'OMC il y a 48 heures maintenant, qui nous amène dans cette situation-là. Alors tout n'est pas perdu, hein. Les Américains veulent continuer à négocier, il y a un contentieux aussi entre Europe et États-Unis sur l'aviation aussi, parce que les Américains subventionnent aussi Boeing. Donc nous craignons l'escalade. Pour l'instant, c'est une des premières marches. Il y en a eu d'autres par le passé. Évidemment, ça pourrait être d'autres produits qui sont concernés. Là, nous sommes concernés. L'ensemble des vins français sont concernés, mis à part champagne et cognac. Mais la Provence, la Vallée du Rhône, la Bourgogne, le Beaujolais, Bordeaux sont très touchés. Bordeaux est le vignoble en termes de valeur le plus présent aux États-Unis, avec 300 millions d'euros, 279 millions exactement. C'est extrêmement important, c'est plus de 15% de nos exportations. Et il faut bien aussi se rendre compte que la Chine, aujourd'hui, qui était notre premier marché d'exportation, souffre, là aussi, parce que les accords commerciaux entre M. Trump et M. Xi Jinping se passent mal. Donc une récession en Chine qui provoque aussi une diminution des exportations de vins de Bordeaux en Chine. Est-ce qu'on peut parler de situation de crise pour les vins de Bordeaux ? C'est une situation très difficile. Très difficile. Les deux autres marchés d'exportation, ça a été dit dans le reportage, hein, Hong Kong, avec ce que l'on connaît aujourd'hui Hong Kong et les difficultés qu'il y a en termes sociaux, hein, mais qui ont un impact sur l'économie de Hong Kong aussi, nous amène dans une diminution de nos exportations et les inquiétudes sur le Brexit. Donc nos 4 premiers marchés d'exportation sont en difficulté et la filière bordelaise exporte la moitié de ses vins. Donc c'est une situation très 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 difficile et on a besoin du soutien très fort
et d'une prise en compte très forte du pouvoir politique français, du gouvernement, et au plus haut sommet de l'État, du Premier ministre et du Président de la République, d'un engagement personnel fort pour bien prendre en compte que l'économie de plusieurs vignobles français est en jeu, et il faut agir auprès des instances européennes et des négociateurs européens, parce que ce sont eux qui ont la main pour la négociation avec les États-Unis, faire en sorte que, avant le 18 octobre, le sujet soit réglé, ou qu'il soit réglé très rapidement après le 18 octobre, pour éviter ces taxations-là. Alors on poursuit avec cette question qui a aussi fait la une de l'actualité. Quelle distance entre les habitations et les zones d'épandage de produits phytosanitaires ? À Poitiers, le maire a tranché, il place le curseur à 150 mètres, une décision très critiquée par les agriculteurs. Les agriculteurs ont investi hier soir 5 ronds-points du département de la Vienne comme ici au nord de Poitiers. Ils dénoncent un agribashing et s'opposent à l'arrêté municipal pris lundi dernier par le maire de Poitiers sur la distance de 150 mètres entre habitations et champs concernant l'utilisation des pesticides. Nous, syndicat FNSEA, aujourd'hui on est très en colère parce que cet arrêté on n'en veut pas. Qu'on mette une distance, ça ne sert à rien. Et moi aujourd'hui dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On interdit les voitures qui polluent autant que les pesticides à 150 mètres des villes ? Une délégation de la FNSEA 86 a rencontré le maire de Poitiers pour discuter de cet arrêté. Cet arrêté, c'est pas un couperet, c'est simplement un acte important, politique, pour dire voilà ce qui a été fait depuis 2010 à Poitiers sur les pesticides, 2010, 2018. Aujourd'hui, il faut peut-être aller encore plus loin pour que ce territoire de la ville de Poitiers puisse prendre des décisions contre les pesticides. Chaque camp reste sur ses positions. À la mairie de Poitiers, la santé publique est mise en avant. Et pour les agriculteurs, ce texte doit être retiré. Je reste quand même en colère encore en sortant du rendez-vous parce que moi je veux pas de distance, c'est clair et net. J'ai compris ses arguments mais ça s'est bien passé. Mais il a dit que de toute façon l'arrêté il voulait le maintenir, qu'il avait transmis l'arrêté à Madame la préfète et que de toute façon il n'était pas en capacité d'acter cet arrêté. C'était Madame la préfète était la décision. Aujourd'hui à Poitiers, cet arrêté municipal concerne 9 exploitants. Les agriculteurs ne veulent pas en rester là. Ils manifesteront les 8 et 22 octobre prochains. Ça va être votre combat de président à la tête des vins de Bordeaux, une diminution, voire une sortie des pesticides. Oui, c'est ce que nous avons annoncé déjà il y a quelques temps. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe réellement dans le vignoble et la diminution de l'utilisation des produits les plus dangereux est en cours. C'est un changement qui est profond, qui est massif, qui se voit dans les chiffres officiels et qui ne feront que se voir encore plus puisque cette diminution est encore plus forte. Il y a une attente des consommateurs également là-dessus. Bien sûr, il y a une attente des consommateurs, des producteurs eux-mêmes. Donc le sujet est en train de se régler et les produits les plus dangereux ne seront plus utilisés du tout sous quelques années et ça va très vite. Le bio commence aussi à s'installer dans le vignoble, 8 à 10% d'exploitation en bio. Oui, 8 à 10% d'exploitation en bio. Il y aura peut-être jusqu'à 15%, peut-être 20%, mais en tout cas, il n'y aura pas 100% parce que ce n'est sans doute pas nécessaire ni souhaitable. Le marché pourrait peut-être ne pas l'absorber. Les produits bio coûtent plus cher. Donc un certain nombre d'acteurs et de consommateurs ne sont pas forcément intéressés par ces produits-là. Et vous disiez, c'est une volonté des viticulteurs aussi de s'installer Bien sûr, les viticulteurs, s'ils pouvaient faire une partie en bio et une partie pas en bio, beaucoup feraient une partie en bio. On travaille avec le ministère de l'Agriculture pour arriver à cette solution-là. Ce sera un effet levier considérable, notamment pour peut-être traiter en bio près de certaines zones, près des écoles ou d'autres zones. Parce que le vignoble bordelais a souffert de cette image. Le vignoble bordelais a été mis en lumière. D'autres vignobles français ou européens auraient pu être mis en lumière aussi. En tout cas, la transition se passe très vite à Bordeaux, plus vite qu'ailleurs. Si on veut bien observer ça de près, on pourrait voir que cette transition se passe plus vite ailleurs, plus vite à Bordeaux qu'ailleurs. Et en tout cas, c'est une vraie décision de chacune des propriétés que d'aller dans cette transition-là. Chez vous aussi, dans votre propriété, ça se passe comme ça ? Oui, ça se passe comme ça. J'ai un nouvel arrivant dans ma société qui est mon neveu, donc une nouvelle génération qui est évidemment aussi mobilisée sur ces sujets-là. Alors, autre actualité qui ne vous concerne pas directement, cet incendie à Rouen de l'usine Lubrizol, classée Seveso 2. Des traces de suie ont été retrouvées dans des exploitations agricoles à plus de 200 km du site. Alors, on imagine l'inquiétude des agriculteurs. Bien sûr, les agriculteurs qui sont dans cette zone-là, qui produisent, qui récoltent des fourrages ou qui ont des animaux à l'extérieur sont inquiets de ce qui a pu se passer.
Les questions que se posent les riverains, que se posent les habitants de Rouen, elles se posent de la même façon chez les producteurs et chez les agriculteurs. Il y a des productions qui risquent d'être perdues. On leur demandait notamment de jeter certaines productions. Là aussi, comme sur le sujet des zones de non-traitement à Poitiers, je ne suis pas compétent pour juger s'il y a un danger ou pas. Le maire n'est pas compétent non plus. Les maires ne sont pas compétents non plus. Les associations pas plus. Et donc, il faut vraiment écouter ce que disent les scientifiques et les gens en charge de ces sujets-là. Bernard Farge, restons au chapitre environnement. Après la sécheresse estivale, l'eau revient enfin dans nos rivières. À Saint-Privat, en Corrèze, la station d'eau potable est réalimentée après 40 jours d'interruption. On regarde. À Saint-Privat, alors qu'elle était tarie depuis près de 40 jours, la glane de nouveau en eau. Les responsables de la station de pompage la couvent du regard, sous leurs pieds coule plus que de l'eau, un trésor. C'est de l'or, depuis le temps qu'on l'attendait. Ça va soulager quand même beaucoup de monde. Mais soulager le président du syndicat qui du coup va avoir sa station refonctionner. Ça va nous soulager nous au niveau d'exploitation, vu qu'on aura quand même un petit peu moins de contraintes au niveau des contrôles. Et ça soulage vu qu'on a de l'eau enfin qui recoule. Fini le citernage, la rotation incessante des camions qui depuis fin août empêchaient le désamorçage de la station. Hier, les pompes ont été remises en route, bassins remplis, filtres nettoyés. Plus de 2000 habitants vont retrouver leur approvisionnement ordinaire. Sur la qualité, non, pas de problème. Le traitement s'est bien passé. On a passé la journée d'hier à préparer la station, justement pour pouvoir la redémarrer dans de bonnes conditions et pour que la qualité soit au rendez-vous. Au syndicat des eaux, l'heure est venue de faire les comptes. 250 allers-retours de camions entre la Glane et Argentat pour 8000 mètres cubes d'eau transportés et des tonnes de CO2 gaspillées. Ça va se traduire par un déboursé à peu près du syndicat autour de 80 000 € globalement. Donc transport puis achat d'eau. Le citernage n'est pas une fin en soi. C'est un palliatif, je dirais, mais simplement. Il faut qu'on trouve des solutions de ressources en eau, ce qui n'est pas facile. Les sécheresses estivales étant de plus en plus redoutées, il va bien falloir trouver de l'eau ailleurs, loin peut-être. Vous savez, de l'eau, de l'or, comme ils disent. On dit souvent qu'il faut du soleil pour faire mûrir les vignes, mais trop de soleil, ce n'est pas bon non plus. Non, c'est pas bon. Il ne faut pas des excès de soleil. Il faut de l'eau aussi pour faire du vin. Et ce sujet de l'eau sera un sujet qui sera bien plus fort que le sujet pesticides, parce que ce sujet pesticides, on va le régler d'une manière ou d'une autre sous quelques années. Le bio sera différent, le conventionnel sera différent, donc ce sera sans doute une troisième voie. Mais ce sujet de l'eau va être éminemment délicat. C'est le partage de l'eau dont il est question. Le partage de l'eau pour la consommation humaine, pour les usages des villes notamment, et puis les usages aussi agricoles éventuellement. En tout cas, la région Aquitaine, au sens large, est vaste. C'est une vaste région agricole, plus grande région agricole d'Europe, aussi grande que l'Autriche. Donc la nécessité de mieux gérer l'eau est importante. Créer des retenues collinaires, des retenues qui nous permettraient de stocker l'eau lorsqu'elle tombe en abondance, notamment l'hiver, pour pouvoir la réutiliser à des moments où les cultures en ont besoin. La vigne n'a pas besoin de beaucoup d'eau. D'autres régions viticoles en France sont déjà en plus grande difficulté que Bordeaux ou Cognac. Mais c'est un sujet qui va être important pour nous. Mais est-ce qu'à terme, il va falloir trouver des variétés susceptibles de remplacer le merlot ou le cabernet sauvignon pour s'adapter à ce réchauffement climatique? Alors il y a le stockage de l'eau, la capacité à utiliser un peu d'eau pour faire mûrir des raisins ou pour les amener vraiment à bonne maturité. Et aussi des cépages ou des porte-greffes qui seraient plus résistants à la sécheresse, ou des cépages qui seraient un peu plus tardifs, c'est-à-dire qui nous permettraient de récolter un peu plus tard en saison, éviter d'avoir des concentrations en sucre trop élevées, donc peut-être des nouveaux cépages, mais aussi des façons de cultiver un peu différentes qui nous amèneraient un peu moins de sucre et un peu moins de maturité qui, si nous laissons faire, parce que le changement climatique qui se voit très très bien dans les raisins que nous récoltons, si nous laissons faire, nous ne produirons plus de Bordeaux à Bordeaux, ce serait quand même dommage. Alors Bernard Farge, nous allons quitter un instant votre univers pour nous intéresser à la recrudescence des vols d'huîtres. À Dolusse-d'Oléron, en Charente-Maritime, c'est l'inquiétude chez les ostréiculteurs. Ronces-les-Bains, le château d'Oléron, Saint-Trojan, la liste est longue et parfois les quantités sont très importantes. 500 poches par exemple chez un ostréiculteur de Bourse-Franc au début du mois de juillet. Il y a bien une recrudescence des vols d'huîtres sur le littoral charentais et à une période plutôt inhabituelle. Les professionnels s'inquiètent. Ah ben moi ça stresse, les nuits sont
Voilà, nuit blanche, à des moments, ça fait peur, quoi, parce que bon, on s'agrandit, on agrandit les entreprises, et si on s'est volé, manque d'argent, forcément, le rendement est plus pareil. Hein. C'est assez dur pour nous. Alors déjà, si on s'est volé en plus, c'est vrai que là, notre travail... Jusqu'en 2011, les vols d'huîtres en Charente-Maritime atteignaient, voire dépassaient les 40 tonnes par an. Grâce au renforcement de la surveillance des parcs et des cabanes par les forces de l'ordre, les quantités volées ont bien diminué. 7 tonnes en 2018. Mais depuis le début de l'année, la quantité avoisine les 20 tonnes. Ce que l'on ne sait pas actuellement, c'est s'il y a plusieurs voleurs, s'il n'y en a qu'un et tout. Mais bon, c'est assez important. Et le problème, c'est que quand c'est du chapardage, 2-3 poches, ça passe. Mais là, on arrive à des quantités chez un seul professionnel qui sont assez importantes, surtout financièrement, quoi. Et donc, on invite tous les ostréiculteurs qui se font voler à porter plainte auprès de la gendarmerie. Et les affaires sont en route. Et la gendarmerie fait son travail et donc ça suit son cours. Nous sommes début octobre et donc à 3 mois des fêtes de fin d'année. Les ostréiculteurs vont devoir rester très vigilants car c'est à cette époque que l'on constate le plus de vols dans les parcs à huîtres. Le vol, c'est un phénomène qui touche aussi les viticulteurs ? Oui, ça peut toucher aussi les viticulteurs, notamment lorsqu'il y a des années de faible récolte, où là, la tension est un peu élevée. Cette année, on l'a constaté beaucoup en Bourgogne. Un vrai sujet en Bourgogne qui n'est pas le cas cette année à Bordeaux. Enfin, en tout cas, je comprends nos collègues ostréiculteurs qui ont un métier très difficile. De se faire voler, c'est inacceptable, c'est intolérable. Et, voilà. Je compatis. Cette nouveauté, à présent dans notre grande région, la matinale de France Bleu Creuse est désormais filmée et diffusée sur France 3 du lundi au vendredi. Les programmes de 7h à 8h40 seront à la fois à la radio et à la télévision. D'ici 2022, cette coopération sera étendue à l'ensemble de nos régions. Et c'est d'ailleurs lors d'une de ces matinales qu'est née cette polémique, ou pas d'ailleurs. La préfète de la Creuse, Magali Debatte, a été plutôt directe en évoquant la lenteur de certains dossiers concernant le développement de son département. Une sortie qui, vous allez le voir, n'a pas manqué de faire réagir les élus. Quand la préfète de la Creuse mène la charge contre certains élus locaux, c'était ce matin au micro de nos confrères de France Bleu Creuse. J'ai fait le constat d'un territoire qui manquait d'ambition. Aujourd'hui, alors qu'on est début octobre, donc quasiment en fin d'annualité budgétaire, je m'interroge sur la volonté réelle de certains élus d'engager les projets sur lesquels on s'est collégialement entendu. Entendu, pas sûr. Ce fameux plan particulier pour la Creuse, signé le 5 avril dernier, ne fait pas l'unanimité parmi les élus, notamment à la souterraine. Après l'émotion provoquée par l'affaire GMS et ses dizaines d'emplois supprimés, le maire estime que le compte n'y est pas. Le plan particulier pour la Creuse, c'est bien, mais quand on a 50% ou 60% de financement sur le dossier, il faut quand même en trouver 40 dans les finances communales. Et le maire de la souterraine n'a pas augmenté ses impôts depuis 10 ans, alors avec des baisses de dotation. Alors vous voyez qu'il faut jongler avec tous ces aspects. Alors qu'on nous aide. Moi, je veux pas me mettre en guerre avec la préfète de la Creuse, mais je dis que je suis insatisfait pour ce plan particulier. Financement, le grand mot est lancé et repris à la volée par le conseil départemental de la Creuse, surtout pour les intercommunalités. À mon avis, il s'agit plutôt de moyens financiers pour cofinancer ou porter ces projets. Et si l'État n'amène pas 100% de financement sur ces projets importants pour le département, donc à savoir si elles ont aujourd'hui les capacités de rebondir et de porter ces projets. Parmi les projets visés par les propos de la préfète, celui de Vassivière qui n'avancerait pas malgré les moyens mis en œuvre, un vieux serpent de mer où gouvernance et financement ne font pas toujours bon ménage. Alors cette sortie a au moins le mérite de la franchise. Oui, sans doute, oui. Vraie franchise, mais je pense que les maires des communes et de ces villages-là seront aussi francs et directs avec elle. J'imagine qu'ils attendent aussi de sa part un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est sans doute un échange qui n'est pas fini. Alors Bernard Farge, un peu de légèreté à présent. Avez-vous déjà pratiqué l'apithérapie ? Pas encore, je ne vois pas de quoi il s'agit. Alors, on va vous expliquer. C'est une méthode qui permet de se relaxer grâce aux abeilles. C'est une vidéo qui fait le buzz, ou plutôt buzz, sur les réseaux sociaux. C'est l'Instant Web. Et si nous vous proposions de vous allonger sur une ruche, ou même 3, tant qu'à faire ? Sous ce banc en bois, 150 000 ouvrières s'agitent. Cela s'appelle l'apithérapie et ça se passe à l'Escar.
Donc maintenant, il faut fermer les yeux et vous mettre dans une situation d'écoute. Je me sens bien. Si on entend que le bourdonnement des abeilles, je trouve que c'est très relaxant. Et puis il y a ces odeurs. Cette méthode de soins vient d'Europe de l'Est. Encore très peu répandue en France, elle offre de nombreux bénéfices pour la santé. Ce sont les micro-vibrations produites par les battements d'ailes des abeilles qui agissent sur le corps humain, notamment au niveau des tensions musculaires. Leur bourdonnement et l'odeur de pollen et de propolis aident quant à eux à la relaxation. Ça vous donne envie d'en refaire ? Oui, j'aimerais bien faire, puisque normalement c'est des séances de 30 minutes. Là, on fait quelques petites minutes. Mais ouais, ça donne vraiment envie. Installée au cœur de la communauté d'Emmaüs de l'Escar, cette cabane d'apithérapie est ouverte à tous et s'inscrit dans une philosophie plus large. C'est une continuité de tout le projet que l'on a au niveau de l'apiculture. Autant au niveau, bien entendu, nous avons plus d'une 60aine de ruches et notre objectif, c'est d'ouvrir un petit peu ce monde de l'apiculture aux gens parce que ça répond justement à un besoin de relaxation, un besoin de détente, un besoin de rencontre avec le monde des abeilles et c'est pour ça qu'on a voulu faire ça ici. Pour bourdonner de plaisir, il vous en coûtera 2 €. La cabane est ouverte du mardi au samedi. Avant de conclure cette émission, intéressons-nous à notre patrimoine souterrain. Partons à la découverte de la grotte de la Verna à Saint-Engrâce dans les Pyrénées-Atlantiques. Visite avec des professionnels du tourisme. Allez, s'il y en a qui m'aiment, vous me suivez. En pénétrant dans le tunnel d'accès à la Verna, la plupart de ces gestionnaires de grottes et de gouffres ne savent pas à quoi s'attendre. Tous sont des professionnels des milieux souterrains, mais la Verna, c'est une autre échelle. Le bruit de la rivière souterraine est assourdissant, l'obscurité totale, car pour débuter, cette visite un peu spéciale s'effectuera à la frontale, ambiance spéléo garantie. Même si j'essayais de l'imaginer, se retrouver dans un volume aussi grand, dans le noir total, avec le bruit de cette rivière et cette humidité ambiante, il y a un sentiment d'être dans un endroit exceptionnel et privilégié. On voulait vraiment garder l'essentiel de notre âme, la spéléo d'exploration et comment ils ont découvert cette magnifique salle de la Verna qui sera éclairée dans quelques minutes. Mais on les laisse un peu dans la pénombre. Et quand la salle est enfin éclairée, les visiteurs découvrent ses dimensions gigantesques. 245 mètres de diamètre, 194 mètres de hauteur, pour un volume total de 3,6 millions de mètres cubes. Tel qu'on l'a sous les yeux, elle a 200 000 ans. C'est pour ça qu'on ne voit pas les stalactites. En 200 000 ans, ils n'ont pas eu le temps de grandir énormément. Un lieu parfait pour échanger entre professionnels, sécurité, attractivité, innovation. Tous les thèmes sont abordés. La grande problématique, c'est de créer des nouvelles façons de découvrir les grottes. Nous, à Clamouze, on a développé le spéléoparc. Il y a d'autres grottes qui développent des parcours souterrains, de la spéléologie. À la Verna, ils permettent d'aller voir plus loin le réseau. Donc, on mélange un peu toutes ces pratiques et en se réunissant, on échange des idées et on essaie justement de tirer le tourisme souterrain vers le haut. À chacun ses atouts en fonction des sites, la Verna, elle, continue de fasciner tous les publics. Bernard Farge, l'émission touche à sa fin. Un dernier mot peut-être sur la taxe imposée par les États-Unis sur les vins français. Cette taxe, il faut en sortir très vite. Il faut vraiment que les négociateurs européens, américains aboutissent très vite. Mettre en place des guerres commerciales comme cela, c'est très mauvais pour l'économie des deux côtés. On a besoin d'économies florissantes dans tous les pays. C'est de l'emploi, c'est de la richesse, c'est de l'économie, c'est aussi une capacité à tous ces peuples d'échanger et de passer aussi des temps beaucoup plus agréables que d'être dans une guerre économique. Est-ce que vous avez le sentiment que tout a été fait pour l'éviter ? Tout a dû être fait, bien sûr, mais tout n'est pas fini. Tout doit être maintenant mis en œuvre pour réellement sortir de cette impasse. Il reste très peu de temps, elle est annoncée pour le 18 octobre. En effet, il reste peu de temps jusqu'au 18 octobre, mais même si elle se met en place quelques jours ou quelques semaines, on s'en accommodera. Il faut sortir de ce sujet-là. C'est nocif pour l'économie américaine et nocif pour l'économie européenne. Merci Bernard Farge de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Très belle semaine à vous.